post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Je suis un libertarien. Un libertarien. Bonjour. Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec Schwartz Voix Noire, de Modeste Schwartz. Je suis Gilbert Dawed d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Pourquoi l'assassinat de Khamenei est une excellente nouvelle. Café, on commence. Bien entendu, on va parler d'Iran. Tout le monde parle de l'Iran. Tous les pays du monde sont en train d'être traînés dans cette guerre voulue par les États-Unis et surtout par Bibi Netanyahou. C'est une guerre israélienne, en fait, très probablement. Et l'Iran est en train de résister, malgré tout. Parce qu'on pensait que l'Iran allait s'écrouler en une semaine, en quelques jours. C'est presque un mois et l'Iran est encore. Et hier, ils ont même abattu, Modeste, un F-35, les Iraniens, avec un système conçu en Iran. Donc voilà, je te laisse la parole, vas-y. Oui. Euh, alors, pour faire le point sur la situation, hein, avant de réellement entrer en matière, euh, oui, je pense aussi, je fais aussi partie de ceux, je pense que c'est quand même la majorité au moins des commentateurs, un tant soit peu sincères et informés, qui pensent que l'Amérique s'est laissée entraîner, hein, dans cette guerre, qui ne correspond pas, je dirais, au projet Trump, mais qu'en même temps, Trump n'avait pas les moyens d'éviter parce qu'il est lié au régime de Benjamin Netanyahou. Par quel lien exactement? Je dirais que c'est relativement secondaire, finalement, c'est plutôt les conséquences qui comptent. Il y a une grande partie du public qui tient à tout prix à raccorder ça à la thématique Epstein, ou Epstein, pardon, Epstein, voilà. Donc, bon, Ne faisons pas de jeu de mots. oui, oui, non, bon, je suis pas sûr. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de preuves, et ça me semble pas constituer une nécessité logique, hein. Je l'ai expliqué sur mon blog. Ceux qui seraient curieux de voir des arguments plus détaillés iront chercher le blog de Modeste Schwartz sur Substack. Bon. Toujours est-il que, oui, Trump n'avait pas la possibilité, quand Bibi lui a fait le 28 février, fondamentalement le coup Saakashvili, hein, c'est le coup que Saakashvili a essayé de faire aux Occidentaux en 2008, quand il se lance tout seul en Ossétie du Sud contre l'armée russe, n'ayant aucune chance. Et le principe, c'est venez vite me seconder, sinon je vais mourir. Bon. Et en fait, ben, les Occidentaux, alors, avec évidemment en tête un certain Sarkozy et une certaine Merkel, qui sont aussi ceux qui, en 2008, ont torpillé le projet d'intégration de l'OTAN et d'intégration à l'OTAN de l'Ukraine et de la Géorgie. Donc, bon, à un moment, il faudra se demander, on n'arrête pas de traiter Viktor Orban d'agent du Kremlin. À mon avis, il y en a plus à l'ouest, hein, des agents du Kremlin. Mais bon, voilà. Donc en tout état de cause, ça, c'est la méthodologie Saakashvili. Alors, Saakashvili, le pauvre, n'a pas eu gain de cause, il n'a pas eu de chance dans l'application de la méthodologie Saakashvili, mais Bibi a réussi, hein. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses, que j'interprète par exemple le fait que les Américains n'avaient pas émis de consignes à leurs citoyens, hein, présents dans les États du Golfe, qui sont des dizaines de milliers. Hein. Ils n'ont pas été prévenus de quitter ces États avant les frappes. Il y a eu des consignes données après, était un peu tard, la plupart des aéroports étaient déjà fermés. Donc ça, à mon avis, c'est pas quelque chose qu'un président élu fait 6 mois avant des élections. Et d'ailleurs, on a bien vu que les retombées médiatiques en termes d'image, d'opinion aux États-Unis sont catastrophiques, hein. C'est un suicide politique pour Trump. Donc ça ne correspond pas au projet Trump, hein. Mais J'ai aussi vu passer plus récemment donc moi, pour moi, c'est la catégorie de la rationalisation, hein. C'est-à-dire on cherche à tout prix à imaginer une préméditation derrière, bon, les faits qui de toute façon sont déjà consommés. Bon, donc maintenant j'ai vu des gens qui commençaient à expliquer que finalement une giga crise pétrolière, c'est bon pour le dollar. Ben oui, dans un premier temps, le dollar va se renchérir comme
après le déclenchement de toute crise majeure. Pourquoi? Parce que ça reste encore l'instrument de paiement universel. Et donc, voilà, quand les gens ont l'impression de devoir être le plus liquide possible, que ce soit en bourse ou même bêtement pour passer une frontière, ben, ils ont plutôt tendance à acheter des dollars. Et donc, en général, quand tout le reste va mal dans le monde, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le dollar. Dans quelle mesure est-ce que c'est compatible, par exemple, avec le projet Trump de réindustrialisation des États-Unis, un dollar cher? Euh, Pas trop, à mon avis. Voilà. Donc, et tout En ça se fait, tient à la main, hein. C'est-à-dire qu'il a cet électorat MAGA à qui il a promis qu'on arrête les guerres pour toujours, le regime change, les mélanges de morale et de bombardement, tout ça. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, l'aile Tucker Carlson, tout ça. Et puis, il y a le Rust Belt, les rednecks, donc les ploucs trumpistes, à qui il a promis qu'il ramènerait l'emploi industriel. Bon. Et de toute évidence, il n'est en train de satisfaire ni les uns ni les autres. en fait, ce Et qui est démontré, ce qui nous démontre qu'il y a une crise politique, c'est le fait que les raisons qu'ils ont données, que l'administration américaine a données, les raisons ont changé selon si c'était Rubio qui les disait ou le ministre de la Guerre. Et le fait que d'ailleurs oui, les services de renseignement, le directeur du contre-terrorisme a démissionné il y a 2 jours de son poste, et oui. Tulsi Gabbard qui donne des raisons, qui dit clairement que il n'y avait pas les Iraniens ne développaient pas une bombe atomique. Donc il y a une crise Oui, interne aux États-Unis, c'est évident. oui, ce qui montre surtout que les États-Unis ne sont pas autonomes, ne constituent pas un acteur autonome dans cette histoire, hein. C'est-à-dire qu'ils sont entraînés et par qui? Bon, bah, il n'y a pas de suspense, ils sont entraînés par le régime de Benjamin Netanyahou. Donc finalement, la question peut-être plus intéressante, c'est qu'est-ce qui le pousse, lui, Bibi, hein, à vouloir à tout prix cette guerre à mort? Bon, euh, c'est une question sur laquelle je me suis penché sur mon blog, hein. Une étude en 2 volets sur le parcours, la biographie, les idées de Benjamin Netanyahou. Alors, je préviens tout de suite, hein, ceux qui aiment bien lire l'actualité dans un registre théologique seront déçus, hein. Je suis pour ma part arrivé à la conclusion que Bibi n'est absolument pas religieux, hein. C'est vrai, il n'a pas d'amis imaginaires, Bibi. Donc, que l'appareil de com d'Israël se serve de motifs eschatologiques, théologiques, etc., pour motiver les troupes, pour justifier ceci, c'est une chose. Mais que lui n'a pas une seconde l'impression de réaliser des prophéties qui datent d'il y a 3000 ans ou des trucs comme ça j'en suis totalement convaincu. Bibi Netanyahu, c'est un doctrinaire, c'est-à-dire c'est un idéologue. S'il fallait lui assigner, si vous voulez, un dieu, c'est pas Moïse, c'est un prophète, pardon, un prophète, c'est pas Moïse, c'est pas le rabbin Schneerson, ce serait plutôt Hegel. Ce serait plutôt Hegel finalement. Parce que en fait, il croit, en quoi croit Benjamin Netanyahu? Il croit en l'histoire. Il expliquait, je crois encore il y a quelques heures ou hier, il expliquait euh, bon, pour justifier, bon, évidemment, comme d'habitude, la brutalité de ses actions, qui le caractérise depuis qu'il est entré en politique, hein. Là, il n'y a jamais eu de... Ça n'a jamais changé. Bon, il expliquait que, bon, le problème, c'est que les idées, ça suffit pas, hein, que Genghis Khan a toujours été plus convaincant que Jésus-Christ, hein. Donc, on voit bien quel public il cible, hein. Tout d'un coup, Jésus-Christ devient un modèle. Bon, ça correspond pas tout à fait au discours interne, on va dire, hein, voilà, mais en tout cas là, bon, pour les besoins de la cause, hein, c'est Jésus-Christ qui est bon. Donc Jésus-Christ, c'est des très belles paroles, les évangiles, tout ça, mais comparé à la puissance de persuasion de Genghis Khan, ben non. Donc quel est le sous-entendu de son raisonnement? C'est qu'en fait,
Israël tel qu'il le conçoit, hein, donc ce néo-sionisme, moi je parle de néo-sionisme, il y en a qui disent sionisme révisionniste, c'est pas faux non plus. C'est bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est absolument pas le sionisme des gens qui ont fondé l'État d'Israël. Ça c'est qui fondamentalement étaient je dirais, des espèces de sociodémocrates et relativement ethnodifferentialistes, isolationnistes. Bon, ce que n'est absolument pas Benjamin Netanyahou. Bon, et le sous-entendu, hein, donc sa parabole là, avec Jésus-Christ et Genghis Khan, bah, c'est que Israël tel que lui le conçoit, c'est en quelque sorte le bras de Genghis Khan au service d'une sorte de bien absolu du type Jésus-Christ. Bon, lui probablement ne conçoit pas vraiment Jésus-Christ comme bon, très bien. Mais à la rigueur, qu'importe. Hein, de mon point de vue, par exemple, qu'importe. Ça fait de Benjamin Netanyahu, ça en fait fondamentalement un occidental. Hein, c'est-à-dire qu'il pratique l'absolutisme métaphysique. Hein, donc c'est l'interprétation qu'en Occident on a généralement donnée du platonisme. Hein, il y a un bon, il y a donc un bien, hein, il y a un vrai et il y a un beau. Et d'ailleurs, ils n'en font qu'un. Hein, c'est la Trinité première mouture. Bon. Euh, c'est ce que j'appelle l'absolutisme métaphysique. Donc, on ne tient pas compte des points de vue, on ne tient pas compte des perspectives. Hein. Si c'est vrai pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour les Iraniens. Hein. Et là, ça rejoint une autre citation que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup marqué. Donc, des derniers jours, c'était un haut responsable, donc je crois, de l'AIPAC aux États-Unis, expliquant, mais sans, comment dire, sans intention provocatrice, sans ironie, de la manière la plus sérieuse du monde. Parce qu'il commentait évidemment l'assez déplorable épisode des écoles de jeunes filles, ai-je lu, non, vu l'âge, pour beaucoup c'était des fillettes, hein, donc des écoles Oui, de il y a fillettes 6 ans. euh, Vous avez 6 ans. réduites en tas de décombres en Iran. Et il commentait ça en disant, encore une fois, de la façon la plus sérieuse du monde, que, ben, quand même, plutôt morte sous les décombres que vivant dans une burqa. Oui, c'est Ben, hallucinant. c'est mieux. C'est Oui, mieux. oui, Je veux dire, si j'ai vous lu voyez une ça, fillette c'est hallucinant. iranienne, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir lui épargner pour le restant de sa vie le port du burqa ou même du hijab, ou etc., faites un bon geste, hein, faites votre béat du jour, soyez humanitaire, étranglez-la. C'était le message. Bon, ces gens-là pensent, c'est ce qu'ils pensent sincèrement. Hein. C'est-à-dire, ce sont des progressistes. Je veux dire, ce qu'on a en France finalement, ce qu'on a de plus proche, c'est pas du tout, c'est pas du tout des religieux, si vous voulez. C'est pas. C'est D'ailleurs, on en politique, a en fait. tellement plus que je cherchais des exemples, mais qui est religieux? Quelqu'un est religieux en France? Non, c'est Caroline Forest. Hein. Oui, exactement. C'est politique. C'est pour ça qu'on dit toujours Caroline Forest est mais ce discours égalité et réconciliation là, c'est pas une vraie progressiste, c'est pas une vraie féministe parce qu'en fait elle est au service de l'entité sioniste elle est comme Chalgouni et ben non, moi je dirais que c'est le contraire. C'est Bibi Netanyahu qui est au service de Caroline Forest. C'est un projet progressiste. Hein. Euh, alors, c'est vrai que c'est pas le projet progressiste mainstream, celui, on va dire, du Davos mainstream, de ce que moi j'appelle le mainstream idéologique occidental. Pourquoi? Bah pour une raison simple, c'est que le projet davosien, c'est aussi la syndication d'une oligarchie qui de nos jours est mondiale et qui donc inclut beaucoup de protagonistes de premier plan qui ne viennent pas de ce background abrahamique, hein, à qui ça sert à rien de parler d'Abraham, de Moïse, du sermon sur la montagne et de Mohammed comme sceau de la prophétie. Ils en ont rien à battre. Ils sont hindouistes, bouddhistes, animistes, ce que vous voulez. Et puis, ils se retrouvent tous, finalement, le nouvel évangile, hein, de l'oligarchie que syndique Davos, c'est le multilatéralisme, c'est l'anticolonialisme, finalement, c'est la haine du blanc. Hein. Et alors ça, c'est quelque chose qu'à la rigueur, le projet sioniste aurait pu négocier différemment, hein, euh, sous la forme du shoatisme comme idéologie antifasciste mise au service des intérêts nationaux d'Israël. On aurait très bien pu, certains l'ont fait, hein,
imaginer une construction narrative du type Israël, le fin du fin de la décolonisation, de l'anti. Hein, nous avons été colonisés en ghetto, tout ça, pendant 2000 ans, et enfin, voilà. C'est pas la direction qu'a choisi Bibi. Bibi a choisi d'entrée de jeu. Est-ce qu'on peut oser comme terme des micronationalismes antifascistes? Oui, oui, pourquoi pas? Ce serait une description possible, mais de toute façon, il faut bien voir que ça, c'est une direction avortée. C'est-à-dire que il y a eu des prodromes, hein. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment commencé pile l'année, en quelque sorte, de l'entrée de Bibi en politique, mais surtout à partir de l'ascension politique de Benjamin Netanyahou en Israël, cette direction, cette éventuelle, cette potentialité, disons, est totalement laissée de côté. Et Bibi part dans la direction opposée. Alors, il faut toujours rappeler le titre de son premier ouvrage, 1986. Hein. Donc, il n'y a pas 40 ans. C'est un relativement jeune homme. Et en anglais, je ne sais pas si ça a été traduit en français d'ailleurs, ça s'appelle Terrorism, How the West Can Win. Hein, donc, lutte contre le terrorisme. Bon, dès l'époque, hein, on comprend très bien que terrorisme, dans son discours à lui, est un euphémisme, est un synonyme euphémistique d'islam. Terrorisme, pour le titre, pour les non-anglophones, terrorisme, comment l'Occident peut gagner? Oui, oui, oui. Donc on comprend tout de suite. Le titre, j'allais dire tout le programme est dans le titre. Hein. On a d'un côté le terrorisme, bon, qui en fait est l'islam, mais bon, voilà, c'est un euphémisme. Et de l'autre, on a l'Occident. En fait, dans ce titre, dans ce discours, Israël n'est nulle part. Hein. C'est-à-dire, d'entrée de jeu, Israël, pour Benjamin Netanyahou, c'est le fer de lance d'une croisade occidentale contre l'islam. C'est pour ça que dans mon premier volet, le premier volet de mon étude sur le blog de Modeste Schwartz, de mon étude sur Benjamin Netanyahou, a pour sous-titre le fondateur de l'illibéralisme, parce que fondamentalement l'illibéralisme, ça vient de Bibi. Hein. Le fondateur de l'illibéralisme, Benjamin Netanyahou, est un croisé. C'est l'idéologie des croisades. Hein. C'est là qu'on en vient donc au titre que j'ai voulu donner à cet entretien. En fait, pour réagir à l'entretien précédent, sur plus ou moins le même thème. Hein, donc, vous avez eu avec Pierre Le Vigan. Donc, je voudrais reprendre en quelque sorte, raviver cette tradition médiévale et renaissante des controverses. Bon, en l'occurrence, en plus, c'est une controverse amicale, hein, puisqu'on oui, on est tous les trois, voilà. Alors, au besoin, on pourra. Je précise pour les auditeurs qui n'ont pas vu l'émission avec Pierre, c'est Café Noir et il est sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Comme ça, elles peuvent vérifier. Voilà, et on pourra éventuellement d'ailleurs faire un follow-up, peut-être à 3. Bon. Oui, bon, on pourra faire une émission à 3, c'est une bonne idée. On verra déjà. Donc, pour ceux j'incite, hein, tous ceux qui en ont le temps, à aller écouter, c'est très intéressant. Ce que Pierre Le Vigan avait à dire sur le déclenchement de cette guerre. Et la première question, c'était que penser de cette frappe dite de décapitation qui a tout enclenché. Alors, ce que j'en pense du point de vue des États-Unis et du point de vue de Benjamin Netanyahou, moi, je viens de l'esquisser, disons, et ceux qui veulent des détails, bon, bah, iront sur mon blog. Bien. Ce qu'en a dit notre ami Pierre Le Vigan, bah, c'est que c'est une catastrophe parce que c'est la mort du droit international. Exact. Et alors là, il a eu une remarque particulièrement intelligente. Et là, je ne peux que lui donner raison. Hein. Il fait d'entrée de jeu remarquer, en quelque sorte, il neutralise par anticipation une objection qu'on pourrait lui faire. Et il fait en faisant remarquer que le droit, surtout international, et la morale, c'est pas la même chose.
hein. Que donc on peut évoquer le droit international, se prévaloir du droit international sans pour autant moraliser les relations internationales, moraliser l'histoire. Exact. Oui, bon, c'est d'ailleurs, comment dire, c'est le moins qu'on pouvait attendre d'un philosophe comme, j'allais dire, de profession, hein, comme Pierre Le Vigan. Il a tout à fait raison sur ce point. Donc, sa conclusion, c'est que ce principe, hein, on fait pas de frappe normalement, on fait pas de frappe de décapitation, on ne tire pas pendant des négociations, etc. Bon, ce sont des principes fondateurs de ce qu'il appelle la civilisation. Et j'allais dire jusque-là, finalement nominalement, hein, donc abstraction faite du jugement de valeur, je suis encore d'accord avec lui. Bon. Là où en revanche, je commencerai à le contredire, là où commence la controverse, c'est que de mon point de vue, euh, et là, il va falloir revenir sur ce que veut dire de mon point de vue. De mon point de vue, cette fameuse civilisation, bah, c'est pas plus mal qu'elle crève, en fait. Hein. Et alors, qu'est-ce que je veux dire par de mon point de vue? C'est que justement, pourquoi est-ce que je me déclare post-occidental? Hein, pourquoi est-ce que le blog de Modeste Schwartz fédère une communauté post-occidentale? Parce que ce avec quoi j'ai décidé il y a à peu près 5 ans de rompre, hein, c'est cet absolutisme métaphysique de la pensée occidentale. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, on est face à un fait, hein, qui est cet assassinat d'Ali Khamenei avec une bonne partie de sa famille. Est-ce que ça relève du bien ou est-ce que ça relève du mal? Ben, pour répondre, pour reprendre les termes de la partie la plus intelligente de mai 68, j'aurais envie de répondre par une question, de dire, mais d'où parles-tu, d'où poses-tu la question, camarade? Donc, les situationnistes, hein, les plus intelligents des 68 heures, moi j'aurais envie de dire, euh, si vous n'avez pas, on va dire, un demi-milliard d'avoirs liquides, hein. Ce qui, a priori, signifie qu'ensuite, quand on ajoute l'immobilier, etc., finalement, vous devez être milliardaire. Bon. Mais on va dire au moins en ressources mobilisables à court terme, voilà, sur des comptes en banque, etc., un demi-milliard. Bon. Bah, je pense d'ailleurs que je ne devrait pas y avoir beaucoup d'exceptions, hein, dans l'auditoire. Euh, donc vous êtes dans ma catégorie à moi, dans celle de Gilbert, je pense. Hein, je ne peux pas trop m'avancer. Voilà, dans celle de Pierre. Hein. Or, je pense que pour des hommes de notre catégorie, ben, que cette fameuse civilisation se casse enfin la gueule, mais c'est pas plus mal. Parce que c'est comme ça, quand on l'appelle civilisation, c'est très joli, hein, ça évoque tout un imaginaire touristique, hein, des belles colonnes, le Parthénon, des belles colonnes grecques, romaines, tout ça, des toiles de la Renaissance. Formidable. C'est assez, ça résonne avec l'habitus touristique de notre époque. Hein, voilà. Mais enfin, à terme, cette civilisation, et là j'adopte plutôt un point de vue spenglerien, c'est-à-dire j'emploie plutôt le mot comme Oswald Spengler l'utilisait, bah, c'est ce qui nous mène à la société ruche. Donc, si vous avez particulièrement aimé ce qui vous est arrivé en 2020, hein, si vous aimez bien que des experts vous dictent quel jour, quelle semaine, peut-être quel mois, ou à quelles heures de la journée vous pouvez sortir de chez vous, dans quelle position corporelle vous pouvez consommer votre café, et puisque vous allez devoir vous laisser injecter, je ne sais pas, pour qu'on vous verse votre retraite, ça veut dire, en gros, si vous avez vos 2 doses et vos 3 boosters, je dirais que oui, vous faites partie des partisans naturels de la civilisation en général. Hein. C'est-à-dire que vous êtes anthropologiquement adapté à la vie insectoïde, la ruche humaine, c'est fait pour vous. Hein. Euh, Très bien, très bien. Je veux dire, si c'est comme ça, d'accord. Finalement, la civilisation, c'est peut-être votre bien le plus précieux. Hein. Vous êtes adapté au crédit social, à l'état de la surveillance, à tout ça. OK, OK. Hein. Et j'ai pas d'objection
C'est ça le perspectivisme, hein, c'est-à-dire c'est votre perspective, c'est votre point de vue. Bon, moi c'est pas mon cas. Moi c'est pas mon cas. Donc finalement, quand je vois que Trump en, en laissant faire, parce que bon, encore une fois, c'est fondamentalement un projet Bibi, hein. Mais comme effectivement Trump a donné son aval, et exactement comme en Ukraine, il est souvent difficile d'imaginer que même d'un point de vue opératif, toutes ces frappes puissent être conduites de manière totalement autonome par Israël, hein. C'est-à-dire que, notamment du point de vue de l'accompagnement satellitaire, il est dans beaucoup de cas, d'après des experts que Évidemment. j'ai écoutés, il est dans beaucoup de cas, il est très difficile d'imaginer en fait que donc là, par exemple, sur les dernières frappes, hein, sur le champ gazier Pars 2, les Américains se sont empressés de dire que c'était pas eux, c'était les Israéliens. Oui, pourquoi? Pour protéger le Qatar. Parce que l'argument des Iraniens, qui sont pas dupes, hein, mais qui, bon, si les Iraniens décident de rendre coup pour coup, c'est-à-dire comme leur partie de Pars 2 vient de morfler, bah, ils vont taper sur la partie qatari, hein, puisque c'est un champ gazier partagé entre l'Iran et le Qatar. Bon, surtout aux yeux de tout le reste du monde islamique, leur argument, ce sera, mais vous voyez bien que ce sont des suppôts des Américains. Or, les Américains ont participé à ces frappes. C'est pourquoi les Américains s'empressent de dire que non, non, c'est pas eux, là, pour le coup, c'est que les Israéliens. Ce qui, quand même, déjà, je dirais, fait mauvais genre, quoi, hein. C'est-à-dire quand vous en êtes à devoir assumer certaines frappes, pas assumer d'autres, pas. C'est que quand même la grande victoire, là, les lendemains qui chantent, c'est pas tout à fait bon. Voilà. Euh, Pas crédible non plus. mais oui, Pas crédible non plus, je veux dire. Évidemment que les États-Unis le savaient. Tout au moins, ils oui, le bien sûr. savaient. Oui, bien sûr, mais c'est quand même assez intéressant de constater Oui, absolument. ils ont la main ils ont la main qui tremble un peu quand il faut le. Bon. Donc, mais pour revenir à la frappe qui a tout enclenché, hein, donc l'assassinat d'Ali Khamenei. Alors, bien entendu, d'un point de vue humain, individuel, moral, je ne peux pas m'en réjouir. Euh, j'ai aussi beaucoup de mal à me lancer dans cette idéalisation du personnage que son assassinat a de manière assez prévisible déclenché, hein, parce que bon, le problème c'est que j'ai un peu trop lu, je me suis un peu trop renseigné sur l'Iran pour vraiment pouvoir m'imaginer, ne serait-ce qu'un Khomeini, quoi qu'on pense de Khomeini, Khomeini pour le coup c'était effectivement une personnalité hors norme. Hein, c'était le genre de type qui crève l'écran. Bon, Khamenei, c'est pas absolument pas comme ça. Ceux que ça intéresse, je suis revenu aussi dans l'un de mes articles récents sur mon blog sur les circonstances de l'ascension politique de Khamenei, qui n'était pas prévue, hein. Ça s'est fait dans les Oui, derniers c'est mois par de la vie défaut. de. Oui, il faut Voilà, connaître l'histoire. Il faut voilà, par connaître défaut. l'histoire de Et donc, l'Iran. Parce que voilà. Et donc bon, pour le dire très vite, le 28 février, Bibi Netanyahou et bon, Trump, le suivant, j'allais dire contraint et forcé, ont réussi à transformer en figure historique majeure, en martyr du chiisme, en demi-dieu, hein, du monde chiite en tout état de cause, d'une grande partie du monde islamique, je pense, et même au-delà, hein, de larges parts de l'opinion mondiale. Un type qui, bon, fondamentalement, devait, j'allais dire, justement son pouvoir, son poste à sa médiocrité. C'était bon. Donc, j'ajoute une autre chose. Malheureusement, tout le monde oublie l'histoire de la République islamique. Au début de la République, quand Khomeini est arrivé au pouvoir, et il y a eu un attentat dans le parti de la révolution islamique qui a tué quand même toute la leadership, les 78 leaders qui devaient être les successeurs de Khomeini. Donc c'est vrai que c'est par défaut. Je veux dire, c'est quand même un système qui est très résilient parce qu'il a tenu, malgré la décapitation continue de ses leaders, il arrive à trouver des remplaçants, disons comme ça. oui, oui, oui. Bon, il était quand même resté Montazeri, qui était successeur désigné, mais qui a claqué dans les doigts de Khomeini pratiquement au dernier moment.
quand quelques mois avant la mort de Khomeini, il s'est mis à critiquer le régime, J'ai à vu faire ça remarquer aussi. qu'il y avait trop de gens en prison, qu'on torturait trop, etc. Bon, ce qui explique d'ailleurs que quand même, en dépit de l'assassinat des 78 autres, etc., mais que comme quand même il y avait Montazeri, la question de la succession s'était pas trop posée, ça avait l'air évident, c'était le disciple préféré, c'était le bon, donc que ça allait être lui. Et puis, beaucoup trop tard, j'allais dire, hein, pour laisser le temps de vraiment préparer une succession, Montazeri tombe en disgrâce. Hein, il a été expédié il était en domicile surveillé, il était en arrêt domiciliaire, voilà, en arrêt Exact. domiciliaire pendant des années ensuite à Com. Bon. Euh, il s'est passé ce qui se passe dans ces cas-là, c'est-à-dire que les barons, hein, les ducs du régime, qui évidemment ne se faisaient aucune confiance les uns aux autres, ont eu pour principale priorité d'éviter l'ascension d'un Staline, en fait. C'est-à-dire d'éviter surtout que ce soit l'un d'entre eux, finalement, parce qu'ils se soupçonnaient tous, probablement à bon droit d'ailleurs, euh, que celui-là, une fois au pouvoir, éliminerait les autres. Bon. C'est ce qui se passe, hein, d'ailleurs, effectivement, dans ce genre d'organisation. Donc, ils se sont mis d'accord, en quelque sorte, sur une sorte de plus petit dénominateur commun de type qui semblait tellement mou, médiocre, etc., bon, c'est celui qui faisait le moins peur à tous les autres. Hein, en fait, c'est la meilleure définition historiquement d'Ali Khamenei. Et c'est comme ça qu'il est devenu guide suprême alors même qu'il ne satisfaisait pas aux conditions du droit clérical Et qu'il chiite, n'avait pas le c'est-à-dire titre l'équivalent, d'ayatollah. Il n'était pas ayatollah. voilà, l'équivalent iranien du droit canon des catholiques. C'est pour faire l'analogie, je dirais que c'est comme si on élisait un pape qui n'était pas cardinal. Hein, c'est comme si on prenait un archevêque, on va dire un vulgaire archevêque, pour en faire un pape. Hein. Et d'ailleurs, ils ont renouvelé l'opération là il y a quelques jours Avec le en fils. faisant de son fils Mojtaba son successeur, lequel fils n'avait pas non plus le grade, j'allais dire, clérical. Voilà. Donc, déjà, c'est très drôle quand ensuite on entend cette propagande, ce carpet bombing propagandistique sur la théocratie iranienne. Bon, en fait, c'est une constitution, alors peut-être qu'il y a des accents théocratiques, mais qui révise de façon relativement régulière, notamment quand il s'avère que telle ou telle Non, nomination ne mais serait pas possible. effectivement, Donc, c'est pas vraiment une théocratie. C'est pas stricto sensu une théocratie. Mais d'ailleurs, c'est une république en plus. oui, 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 oui. Dans le système musulman, qu'il soit sunnite ou chiite, la république, c'est une antithèse de l'islam. Je veux dire, c'est une république platonicienne basée parce que Khomeini avait été étudié, comme beaucoup de gens ont découvert que les dirigeants iraniens sont très cultivés. Ali Rajani, qui a fait des livres sur Kant, Khomeini qui lisait Platon. Donc c'est une république platonicienne qui est que les gens de la région ne peuvent pas comprendre, ni les Arabes ni les Perses d'ailleurs. Oui, 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 oui. Enfin, toujours dire, donc pour revenir donc cette frappe de décapitation et à l'interprétation qu'en donne notre ami Pierre Le Vigan, euh, donc il fait une analogie que j'ai trouvée excellente. Il rappelle l'épisode de la bataille de Wellington, de la bataille de Waterloo, pardon, au cours Exact. de laquelle Wellington refuse donc la suggestion de certains de ses artilleurs qui disent que ça serait pas si difficile d'assassiner Napoléon parce qu'il était très visible sur son cheval blanc de l'autre côté du champ de bataille. Et donc comme ça, ils auraient pu lui le liquider dès le début de la bataille et finalement la bataille n'aurait pas eu lieu. Hein, puisque surtout à Waterloo, finalement, l'enjeu, c'était effectivement, c'était la survie hein, donc de cet empire français. Bien. Alors, simplement, la question que j'aurais envie de poser à Pierre Le Vigan, hein, donc à propos de son exemple hein, de Waterloo, bon, c'est que lui, s'il se transpose, hein, encore une fois, c'est le principe du perspectivisme, hein, d'où parles-tu, camarade? Donc toi, Pierre,
si tu te transportes, si tu te transposes hein, par l'esprit à l'époque de la bataille de Waterloo, et d'ailleurs indépendamment de savoir de quel côté, hein, moi je pense que mes ancêtres se seraient plutôt retrouvés dans les armées napoléoniennes, puisque à l'époque l'Alsace fait partie des possessions de la couronne qui deviennent ensuite celles de l'Empire, etc. Euh, mais bon, ou qu'on s'imagine anglais, ou que, d'accord. Mais toi, Pierre, tu te vois où dans cette histoire? Dans la peau de Wellington ou de Napoléon, hein, donc de ces têtes couronnées ou au moins généraux, chefs d'état-major, etc., qui se sont déclarés intouchables les uns les autres, hein, qui ont finalement bah, une solidarité de caste. Hein. Alors, pas tellement dans le cas de Bonaparte, qui était un peu un nouveau venu. Hein. Il y a eu un moment méritocratique, en quelque sorte, hein, à la charnière de la Révolution française et de l'Empire. C'est ce que Stendhal avait tellement admiré et apprécié hein, dans le bonapartisme. C'était tout ce sang neuf. Hein. C'était ces gens qui n'étaient pas, j'allais dire, qui étaient pas les fins de race de Versailles, hein, les petits marquis anémiques sous leur perruque poudrée. Bon, voilà. Bon, mais donc je reviens à ma question à Pierre. Dans le contexte de la bataille de Waterloo, est-ce que tu te vois dans l'uniforme de Wellington ou dans celui de Napoléon ou dans la peau de l'un ou l'autre de ces. Alors j'ai vérifié après l'émission, donc après avoir écouté donc l'entretien avec Pierre Le Vigan. Bon, les estimations vont entre 10 000, 12 000, certaines estimations probablement un peu exagérées vont jusqu'à 20 000 morts hein, donc dans la bataille de Waterloo. Morts ou disparus, hein, c'est la comptabilité même de nos jours. Hein, on voit bien en Ukraine, bon, mais alors a fortiori à l'époque, hein, est-ce que tous les fossés après avaient été vérifiés? Bon, ben, voilà. Enfin, disons que on est au-dessus de 10 000 morts. Hein, ça, il y a pas de problème. Et donc, suivant un ratio d'ailleurs assez habituel, dans les 30 000 blessés. Hein, mais blessé, ça peut vouloir dire estropié, amputé à vie, éborgné. Bon, d'accord. Et donc voilà, pour moi, la grande question, elle est là, c'est-à-dire, on se voit dans quel rôle, en fait, quand on manipule ce genre d'exemple, d'analogie. Et l'analogie, d'ailleurs, maintenant, on peut la faire remonter vers le présent. Hein, sur le front du Donbass, hein, là, donc, là aussi, la guerre des chiffres, mais enfin bon, on est quand même, quand on additionne les deux camps, c'est sûr qu'il n'y a pas moyen qu'on soit sous le demi-million de morts, hein, au point où on en est maintenant, là, début 2026. Bon, comme on se rend bien compte que dans les deux pays, d'ailleurs, il y a quand même une grosse partie de l'opinion qui, dès le début, considérait ce conflit avec un fort scepticisme, pour dire les choses vraiment, vraiment diplomatiquement, que cette partie n'a pu d'ailleurs que s'élargir hein, entre-temps, même si elle a beaucoup de mal à s'exprimer, parce que les deux pays, hein, l'Ukraine et la Russie, ont institué une censure de guerre assez féroce, hein, donc en Russie, pour tenir des propos critiquant le bien fondé de cette guerre, ou même d'ailleurs simplement les méthodes de l'armée russe, c'est-à-dire même des gens qui sont absolument pour la guerre, hein, les turbo-patriotes, hein, les gens situés à la droite de Poutine, généralement, sont pour la guerre. Simplement, ils ont tendance à avoir des doutes sur la manière dont cette guerre est conduite du côté de l'état-major russe. Et bien même ça mène en tôle direct hein, en ce moment en Russie, où certains intellectuels de la dissidence francophone vont se réfugier, hein, ils vont chercher la liberté de parole à Moscou. C'est C'est quand même un incroyable, c'est une réflexe, contradiction en termes. un réflexe bien naturel. Hein, et voilà. Et bon, bien. Euh, est-ce que, donc je quitte à faire un peu de provo, je vais quand même poser la question. Est-ce que finalement, ça aurait pas été un peu plus, on va dire bêtement, du point de vue du bien-être de l'humanité européenne, hein, de l'humanité de type européen, hein, donc avant tout des Slaves de l'Est, hein, en l'occurrence, est-ce que ça aurait quand même pas été plus simple, plus économique, plus sympa finalement, que Poutine et Zelensky se décapitent mutuellement, hein,
deux petites frappes comme ça. Je parle de frappes d'aviation, hein, je ne parle pas des... Quoique, quoique. Bon, ben, moi, je trouve que ça aurait été une excellente solution, en réalité. Et je trouve qu'au contraire, ce qu'il faudrait regretter dans l'état actuel des choses, c'est que cette habitude des frappes de décapitation n'est pas suffisamment développée, hein. Et de ce point de vue-là, personnellement, je suis assez reconnaissant à Trump, alors Trump un peu à son corps défendant, je m'en rends bien compte, et puis à Bibi, dont c'est pas non plus le projet, hein, il n'a pas fait ça Bibi pour me faire plaisir à moi, on est bien d'accord. Il a son propre agenda qui, encore une fois, les gens iront lire les détails sur mon blog, c'est un agenda doctrinaire, hein. Bibi est un doctrinaire. Bibi se prend pour Hegel, c'est-à-dire son Dieu, c'est comme disait Hegel, c'est la marche de Dieu sur Terre, hein. C'est la définition hegelienne de l'État, hein. Donc, bien. Donc, mais bon, le fait est que même si c'était pas intentionnel, c'était pas leur projet, mais Trump et Bibi, ben, on réussit à arracher le voile, hein, c'est-à-dire grâce à eux, maintenant tout le monde voit que l'empire est nu, hein, c'est-à-dire qu'un empire, ben, finalement, c'est jamais que celle des mafias du monde qui a le mieux réussi, hein, et que ça fonctionne comme n'importe quelle mafia. C'est-à-dire que bah, si t'es pas d'accord, bah, on va te flinguer. Voilà. Et donc, les gens ont tendance à être d'accord parce qu'ils préfèrent rester en vie plutôt que d'être flingués. Mais il y a une énorme différence. C'est que la mafia, pourquoi est-ce qu'on utilise deux mots différents finalement, hein? Pourquoi est-ce qu'on dit pas la mafia, pourquoi est-ce que dans j'allais dire, même dans la conspisphère, hein, même dans les, je sais pas, les émissions géopolitique en fond de gorge etc. Bon, on parle pas systématiquement de la mafia iranienne, la mafia russe, la mafia américano-israélienne, la mafia, etc. Non, on va dire la sphère d'influence russe. L'Empire américain, d'où viennent ces divergences lexicales? Bah, de cette idée qui est profondément occidentale, hein, selon laquelle, bah, fondamentalement, ça serait pas la même chose, parce que une mafia, c'est quand même quelque chose de peut-être redoutable, mais quand même en même temps méprisable, hein. Alors, il suffit de songer aux représentations cinématographiques, par exemple, hein, je veux dire, fondamentalement. Donc, quand on dit mafia, on voit des sopranos, hein, Oui, ah oui, on oui. voit des beaufs un peu en surpoids, hein, attifés comme des Hongrois de ville de province dans leur costume du dimanche. Voilà, alors que quand on dit empire, etc., bon, ben, alors que je dirais que essentiellement, fondamentalement, la réalité sous-jacente est la même, est la même. Et ça, je dirais que d'une certaine manière, l'humanité se portait beaucoup mieux aux époques où il y avait beaucoup plus de gens qui en avaient conscience, hein. Donc, par exemple, en Moldavie, où je me trouve en ce moment, hein, on a fait le calcul. Il y a des historiens qui ont fait le calcul. Les gens, à l'époque de la Moldavie tributaire, hein, donc la principauté de Moldavie, qui était un État tributaire de l'Empire ottoman, les gens, en moyenne, payaient moins d'impôts que de nos jours, Ouais. hein. C'est-à-dire, l'Empire ottoman, si j'ose dire, ça coûtait moins cher que l'Union européenne. Bon. Euh, Pourquoi? Bah, ma réponse, ce serait que fondamentalement, les Ottomans ont jamais cultivé l'illusion d'être légitimes, d'être aimés, d'être acceptés pour eux-mêmes, hein, de constituer une sorte de nécessité historique du point de vue des Moldaves. C'est-à-dire que ils avaient une attitude impériale classique, hein, c'est-à-dire bon bah vous vous trouvez un peu en marge de notre territoire, on a besoin de vous contrôler à titre de zone tampon, hein, notamment avec les Cosaques, ancêtres des Ukrainiens d'aujourd'hui, et puis plus tard avec la Moscovie se transformant peu à peu en empire russe. Et puis aussi avec plus à l'ouest avec les Polonais, hein. Donc la Moldavie constitue une sorte de zone tampon entre l'Empire ottoman et tous ses concurrents du nord et du nord-ouest, hein.
Donc, je parle d'un point de vue ottoman. Bon. Euh, donc, ben, on a besoin de contrôler votre système politique. Et effectivement, à partir en gros du XVIIe siècle, les voïvodes de Moldavie, en réalité, sont des fonctionnaires ottomans. C'est-à-dire que ils sont prélevés, la plupart quand même encore dans l'aristocratie moldave. Mais les nominations se font à Istanbul, hein. Et les candidats au voïvodat, en fait, vont faire leur lobbying à Istanbul, où ça va d'ailleurs en grande partie consister à distribuer des sacs de pièces d'or à droite et à gauche pour faire son réseau et finir par obtenir l'oreille d'un vizir et se faire nommer, hein. Donc, voilà, ça aussi, je l'ai abordé, j'ai écrit là-dessus sur mon blog. Alors, malheureusement, pour l'instant, là-dessus, j'ai écrit en roumain. Donc, à moins d'utiliser une traduction machinale, ou etc., il faudra attendre que j'ai le temps de traduire tout ça en français. Je m'en excuse. Bon. Euh, Bah finalement, j'aurais envie de dire que, quoi que ce soit de toute évidence pas leur intention, c'est peut-être même à l'inverse de leurs intentions, mais Bibi et Dodo, hein, Donald, ils sont en train de nous ramener à quelque chose comme ça, hein. Et pour moi, comment dire, on parle toujours de démocratie. Euh, la démocratie dont la plupart des gens parlent de nos jours, dans la dissidence par exemple, à mon avis, c'est quelque chose qui n'a jamais existé et n'existera jamais, hein. C'est-à-dire l'autonomie décisionnelle des multidosés, hein, des gens à qui on peut faire voir des pandémies qui n'existent pas. Bah, je pense que ça n'a jamais existé, que ça n'existera jamais, hein. Il y a des gens qui naissent effectivement pour vivre en servage. Bon. Et je pense d'ailleurs que, grosso modo, ils constituent une majorité de la population, ce qui fait que quand on institue l'équation démocratie égale suffrage universel avec primat de la majorité numérique, hein, des voix exprimées, on est assez mal parti, hein, en général. Non, à mon avis, dans l'histoire humaine, on a des périodes de concentration extrême du pouvoir. La première, ça a été l'âge du bronze, hein. Donc vraiment l'apparition des premiers États avec le temple au milieu de la capitale impériale, qui est en même temps le grenier, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de plus précieux dans les sociétés de l'époque, c'est-à-dire le grain, hein, est stocké dans ce temple, qui est en même temps une sorte de palais impérial, en quelque sorte. Et l'empereur, qui est en même temps un hiérarque, ben, quand vient la saison sans récolte, on va dire, prélève dans ces greniers et distribue, hein, devient la source de la vie, hein, il distribue à sa plèbe, voilà. Mais Ça, je dirais, c'est l'état culturel auquel ce que j'appelle la révolution oligarchique, hein, alors que ce soit sous sa forme davosienne, sous la forme un peu plus folklore, si j'ose dire, qu'on observe autour de Trump, hein, avec les technofascistes, le Palantir et tout ça. Mais en tout état de cause, c'est bien vers de ce côté-là, hein, de cette polarité qu'on se dirigeait. Et puis, il y a ce que j'appellerais les républiques aristocratiques, hein, où, comme tout simplement l'usage de la violence, hein, donc la légitimité par la force est beaucoup mieux distribuée dans la société, eh ben, on est beaucoup plus proche de ce que les naïfs ont tendance à s'imaginer sous le nom de démocratie, hein. C'est-à-dire, pour moi, en fait, la démocratie réellement utilisable, hein, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est la République aristocratique, hein. C'est l'équilibre des forces. C'est le New Jersey. Hein, c'est le Chicago des années 30, hein. C'est-à-dire que bon, il y a quelques gros bras, il y a Al Capone, il y a tout ça, mais il y a quand même beaucoup de start-up, hein. C'est-à-dire comme le ticket d'entrée finalement, c'est la petite sulfateuse là qu'on peut se procurer quand même à des prix bons. Et ben ça fait quand même le entry level, hein. Le entry level, pour parler en termes de business, il n'est pas trop haut. Il n'est pas trop haut. Et donc, on a une belle diversité, hein, on a une belle faune. Voilà. Et justement, si l'Iran était un pays occidental, donc avec une structure occidentale, même philosophique et spirituelle, c'est-à-dire sans spiritualité, le programme de ciblage, de décapitation,
de Bibi et de Donald aurait fonctionné beaucoup mieux. Parce que le problème, au-delà que c'est les technologies qui ont permis aussi de mieux cibler, de mieux tuer, décapiter la leadership, mais le fait qu'il y a chez le chiisme iranien, et même chez le Hezbollah, qui sont chiites, il y a quand même le culte du martyr. Sinon, s'il n'y avait pas ce culte du martyr, je pense que l'Iran ça aurait été déjà drapeau blanc, quoi. Oui, oui, je suis pas forcément, je suis pas vraiment un expert de l'Iran, hein. C'est quelque chose dont il faudrait, alors là, du coup, faudrait faire en triplex, donc peut-être avec Pierre, mais surtout avec Morgan Lotz, euh, dont j'ai fait récemment la connaissance, un jeune iranologue alsacien. Donc, on peut faire Mais enfin, ça, bon, on peut faire. sous réserve, hein, donc sous réserve de vérification, moi j'ai quand même plutôt l'impression que je ne suis pas certain que ce qui résiste en ce moment le plus en Iran, ce soit le chiisme en soi. Alors c'est sûr que la mentalité du martyr, etc., constitue j'allais dire un outil idéologique Oui, je parle de précieux. spiritualité, je ne parle pas de religion, là. C'est Oui, le oui, concept du martyr, quoi. oui, d'accord. Mais C'est un peu à en la revanche, japonaise, le kamikaze, quoi, si tu veux, japonais. oui, 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 d'accord, oui, d'accord. Mais en revanche, en termes sociologiques, sociopolitiques, moi j'ai l'impression que en fait, en ce moment, surtout depuis le 28 février, ce qui résiste vraiment, ce qui résiste le plus, ce sont les passes d'Aran. Oui, Hein, c'est la, c'est le c'est les, nationalisme iranien. Oui, mais là aussi, je me méfierais un peu des étiquettes idéologiques, parce que ce qu'il faut surtout voir, c'est que ce qu'on a appelé l'aile religieuse en fait du régime, c'est-à-dire les mollahs, donc le clergé chiite. Bon, eux, fondamentalement, ce sont des fonctionnaires. D'ailleurs, beaucoup sont effectivement des universitaires, hein, à double casquette, donc avec une Absolument. carrière en philosophie, en philologie que ça, et puis à côté de ça, des études théologiques. D'accord. Donc d'un côté, on va dire, des universitaires, comme souvent avec derrière eux des sponsors, en l'occurrence les fameux bazaris, hein, c'est-à-dire en fait l'aile commerciale du grand capital iranien. Hein. Or, il se trouve que c'est ce type de capital qui a le plus intérêt à l'ouverture des marchés. Hein. Donc, comme par hasard, c'est plutôt avec l'aile religieuse, c'est-à-dire en fait avec l'aile commerciale, hein, avec les bazaris, que à l'époque Obama avait réussi à trouver ce début de compromis, hein, pour lequel, hein, c'est pour sauver ce compromis que Khamenei, qui est aujourd'hui un martyr, c'est objectivement, mais à l'époque, Khamenei, c'est celui qui sac discrètement Ahmadinejad de manière à ce que Rouhani, aussi, on va dire, mercantiliste que lui, puisse faire le deal avec Obama. Et Hein. on a oublié qu'à l'époque, le négociateur, c'était Ali Rejani, qui était un modéré, qui maintenant a été tué. Mais, donc, oui, c'est vrai. Oui, Faut oui, se moquer de ça. donc il y a beaucoup de réinterprétations, il y a beaucoup de réécriture, hein, de l'histoire à la lumière maintenant du martyr, etc. Mais la réalité, c'est que je l'ai écrit sur mon blog. Pourquoi est-ce que, alors que j'avais pas, tu l'as remarqué, beaucoup l'ont remarqué, on a fait le reproche d'ailleurs à l'époque. J'avais pas tellement marché dans le palestinisme. Hein, le truc. Bon. En revanche, le 28 février, je me suis dit, ah là, ça c'est un suicide, là, là, Trump, il déconne. Hein. Pourquoi? Parce que moi, je m'étais quand même suffisamment renseigné sur l'Iran pour savoir que fondamentalement, le 28 février, Bibi et Dodo ont assassiné le Gorbatchev iranien. Hein, donc, pour comprendre ce qui s'est passé le 28 février, il faut imaginer Ronald Reagan, qui était pourtant pas non plus c'était pas un timoré, hein, c'était pas vraiment un humanitaire, Ronald. Donc mais il faut imaginer Ronald Reagan en 1988 ordonnant l'assassinat de Gorbatchev et le revendiquant, hein, sans vantant. Voilà. Donc il faut imaginer ce qui se serait passé à l'époque
en Union soviétique, ou au moins en Russie, hein, si, bon, ben voilà, une frappe de décapitation élimine Gorbatchev au moment où il allait tout signer, quoi. Au moment où... Pour parler simple, ils ont éliminé les modérés, en fait. oui, oui, bah, mais bah, et du point de vue, encore une fois, du point de vue de Bibi, qui est un doctrinaire, qui tient à tout prix à ce que l'Iran soit, en tant qu'État, considéré comme, en quelque sorte, la forteresse de l'empire du mal, c'est-à-dire du terrorisme, c'est-à-dire de l'islam, hein. C'est-à-dire, personne n'a jamais fait autant que Benjamin Netanyahou pour placer le régime iranien au centre de la légitimité théologique islamique. Et c'est par hasard, puisque c'est son projet depuis le début, c'est-à-dire le travail, disons, le travail métapolitique, hein, il y a eu 10 ans on va dire, il y a eu 10 ans de travail, de publication, de conférences, etc., avant qu'il se lance dans la politique politicienne en Israël, hein. Et d'ailleurs, une activité métapolitique qu'il a déployée autant sinon plus en Amérique du Nord qu'en Israël, hein. Et tout le but, c'était quoi? C'était finalement de redéfinir le terrorisme, c'est-à-dire qu'avant Bibi, le terrorisme, c'est une sorte de catégorie sociologique, hein, c'est-à-dire c'est un peu comme la toxicomanie, où donc vous avez des couches de la société dans divers pays qui glissent, quoi, qui ont plus de repères, qui sont désocialisés, etc. Alors vous avez plein de phénomènes comme ça. Il y a des femmes qui tombent dans la prostitution, il y a des types qui se shootent, et puis il y a des phénomènes de terrorisme. Bon. La révolution intellectuelle Netanyahou a consisté à réinterpréter systématiquement ce concept, hein, à le resémantiser, de manière à ce que derrière le terrorisme, on voit systématiquement des États. Et avant tout l'État iranien. Donc, dans sa perspective, dans sa logique à lui, tout faire pour brûler les vaisseaux, hein, brûler les navires, hein, tuer les modérés, pour être sûr que la guerre ne puisse être gagnée que par une destruction totale, définitive de l'État iranien, hein. Et Oui, bien, en c'est fait, c'est logique. parfaitement logique. C'est parfaitement logique. Dans la perspective du doctrinaire qu'est Benjamin Netanyahou, c'est logique. Et encore une fois, ça n'est pas une logique essentiellement sioniste, hein. Les sionistes, les fondateurs de l'État d'Israël, ne voyaient pas les choses comme ça. Et d'ailleurs, eux, en revanche, ont au début énormément collaboré avec l'Iran, hein. Attitude pour laquelle, d'ailleurs, paradoxalement, il était plus facile de trouver des précédents, j'allais dire, historico-théologiques, hein, dans l'histoire des Hébreux anciens, que pour la politique de Bibi Netanyahou, hein. Ce qui est évidemment paradoxal, puisque les sionistes des années 40, 50, etc., étaient laïcs jusqu'à l'os, hein, étaient des marxistes, hein, Oui, essentiellement. faisait partie de de l'internationale socialiste à l'époque. Voilà, voilà. Alors qu'aujourd'hui, pour décrire le netanyéhisme, ou bon, ce néo-sionisme, on parle parfois de sionisme religieux. Euh, Bon, je vois pas en quoi Benjamin Netanyahu serait religieux. Je suis désolé, hein, c'est des choses qu'on peut définir anthropologiquement, donc dans le cas des Juifs. Bon, comment dire, non, c'est ce qu'on appelle un Juif laïque. D'ailleurs, il suffit de le En fait, regarder, hein, parce que c'est un politique qui veut oui, suivre. oui. Mais attention, là, c'est pas qu'une question d'individu, c'est que quand on regarde aussi historiquement ce qu'il y a derrière ou sous Netanyahou en Israël. Mais il ne faut pas non plus oublier que c'est quelqu'un qui a été en partie porté au pouvoir par l'apparition d'une nouvelle catégorie sociologique en Israël, qui sont ce qu'on appelle là-bas les Russes, Oui, hein, des Russes. c'est-à-dire ces populations post-soviétiques qui arrivent fin des années 80, début des années 90, hein, dont certains ont effectivement des ancêtres juifs, d'autres se sont achetés un certificat de judaïté Exact, sur... exact, ce qui est incroyable. Je oui, me oui, souviens, j'en ai rencontré en Irlande et oui, oui, c'était il y en un a truc plein. nouveau pour moi. Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, il faut bien se rendre compte que au sommet, donc dans les vieilles élites sionistes, hein, il y avait évidemment le pouvoir en était parfaitement conscient, et il y avait une partie de cette élite qui était absolument favorable à cette évolution. D'ailleurs, c'est une des vertus donc de ces dossiers Epstein, c'est que on a entre autres mis la main sur cet enregistrement où Ehud Barak
Ehud Barak, explique que c'est vraiment formidable, tous ces Slaves de l'Est qui vont arriver et qui vont, pour résumer un peu son propos, ajouter 10 centimètres à la moyenne de taille de la Ouais. population, Oui, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de blonds aux yeux bleus, etc. Donc c'est j'allais dire une belle vision racialiste que, que probablement Rosenberg n'aurait pas, dont il ne se serait pas dédié, hein, voilà, dans la bouche, encore une fois, d'un tribun de la gauche oui, israélienne. Barak, Hein, c'est le chef du parti, le leader du Parti socialiste. voilà, donc Du bon, Labour, quoi. Mais c'est- d'ailleurs, c'est- je me demande si, je me suis toujours demandé si les immigrés russes, quoi, qui ont fait leur alia dans les années 80-90, la majorité n'était même pas juifs. Je me demande si c'est, Oui, oui, et puis bon, mais et même ceux qui étaient effectivement descendants de juifs ashkénazes, il faut se rendre compte, hein, l'anthropologie et la sociologie culturelle des grandes villes post-soviétiques, c'est-à-dire l'habitus religieux dans ce monde-là a totalement disparu. oui, Hein, c'était des laïcs, tout au moins, même s'ils oui, étaient oui, bah, d'origine, de pour- pour- descendance, pour- c'est des laïcs en fait. Bien sûr. Donc pourquoi, fondamentalement, pourquoi est-ce qu'il y a quand même un gros marché, j'allais dire, de la viande de porc en Israël, alors que bon, en principe, hein, bon, voilà, bah parce qu'il y a les Russes, comme ils disent là-bas, qui bah, non, même même, ils sont absolument pas disposés à mettre, ils mettront pas une goutte d'eau dans leur vin, leur vodka en fait. Hein. C'est-à-dire, ce sont ce sont des athées post-soviétiques. Comme on les voit dans n'importe quelle grande ville russe d'aujourd'hui, simplement avec, bon, avec une étoile de David qui leur pend voilà. Bon. Et c'est en partie eux. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on a ce discours laïcard en France qui assimile toujours Bibi. Donc en fait, on essaye toujours on dévie, hein, on pousse un peu la caméra de côté pour que les gens voient plus à Victor Lieberman, Oui, qui oui, lui, non, qui lui au moins a un background acidique. mais D'accord? parce que Mais ça en prouve quand France, même que la raison, c'est parce qu'on essaye maintenant de mettre la faute de ce qui se passe sur Bibi et la tendance et l'extrême droite fascisante sioniste pour donner une nouvelle virginité aux sionistes de gauche. Ce qui est absurde, c'est pas vrai. La oui, société, la une société, nouvelle virginité. la société Attention, israélienne suit, la majorité de la société israélienne suit ce que Bibi Netanyahu est en train de faire. oui, mais il faut quand même voir quel secteur. C'est-à-dire que on, on, on- on exagère toujours à dessein, hein, l'importance. Alors, c'est sûr que dans certaines constitutions de coalition, etc., ça peut avoir son importance. Bon, donc on braque les projecteurs, par exemple, sur Avigdor Lieberman, parce que lui, au moins, il a un background acidique. Bon, ok. Cela dit, quand même, avant de quitter la Moldavie soviétique, Avigdor Lieberman, il était videur de boîte de nuit. Oui, Hein, donc exact. je dirais, c'est pas la profession la plus typiquement religieuse, hein, la plus. Donc, bon, voilà. Et ensuite, encore une fois, dans l'électorat de Bibi, bah, il y a entre autres tous ces Russes. Hein. Décrire ça comme sous prétexte que dans les années, je sais plus, dans les années 90, il avait rencontré le Rebbe Schneerson, etc. Donc décrire Bibi comme une sorte de presque d'excroissance du hassidisme ou même de l'orthodoxie judaïque de type Haredi, bon, c'est-à-dire des orthodoxes non hassidiques, hein, pour ceux qui. Bon, c'est absurde, c'est absurde. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut servir à une opinion francophone, généralement française, à cause des réflexes laïcards, parce que il faut le mal dans l'univers doit toujours venir de croyances religieuses. Hein, c'est le principe, hein, voilà. Mais ce qui est quand même assez tragique dans l'histoire, c'est que c'est aussi la perspective de Bibi. Hein. C'est-à-dire que Bibi, pendant qu'il prend en otage l'hyperpuissance américaine pour détruire l'État iranien, paye, alors c'est pas lui de sa poche, mais bon, il est quand même, à mon avis, assez clair que les services
Israéliens sont à la manœuvre, paye le militant gay Ryan Paulding, hein, pour une campagne, électronique, hein, YouTube, Instagram, etc., sur le thème de il est temps que nous allions libérer tous ces beaux jeunes hommes persans, hein, qui n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir venir participer à des Gay Pride à Tel Aviv. Bon, donc, encore une fois, Bibi Netanyahou, c'est pas le Rav Ron Shaya. C'est absolument pas le Rav Ron Shaya. C'est beaucoup plus Caroline Fourest que le Rav Ron Shaya. Et Hein. absolument. Et pour peut-être ça va être la parole de la fin, mais si tu veux la mienne, c'est que il paraît qu'ils ne payent même plus leurs influenceuses qui sont en grève maintenant. Donc quand tu dis paye, fais attention. Alors, Ryan Paulding, quand même, j'espère qu'il le paye, parce que c'est un vicelard, hein. C'est un vicelard. Le type s'était fait connaître comme influenceur anticovidiste à l'époque. C'est pour ça que moi, je le suivais, par exemple. Parce qu'il vivait à Berlin, et à Berlin, visiblement, ils avaient même essayé de fermer un certain nombre de backrooms, de disco gay, etc. Donc lui, ça le frustrait énormément, hein. Ça allait à l'encontre de son mode de vie. Bon, et c'est comme ça qu'il s'était fait connaître, donc par des vidéos irrévérencieuses, donc où un peu limite conspi, quoi. Sauf qu'évidemment, bon, lui, c'était toujours un peu difficile de l'accuser d'extrémisme religieux ou d'être un réactionnaire invétéré. Bon, voilà. Et donc, il a été racheté, hein. Je pense que c'est une opération financière. Bon, il a été racheté par la com la com israélienne, hein. À leur place, je serais plus réglo, hein, dans le point de vue de la discipline des paiements que certains sites de réinformation français ne l'ont été, par exemple, avec moi. Parce que, voilà, parce que, On met un voile de silence dessus. oui, oui, oui. Il vaut mieux. Voilà, parfait. Alors, je te remercie. On va organiser, je pense que c'est intéressant si on organise une autre émission à trois avec Pierre ou avec l'autre individu, ton ami. Morgan Lotz, oui, ça, il faudrait, oui, oui, oui. Ce serait très intéressant, je pense. Et bon, merci à nos auditeurs et à la prochaine. Au revoir. Un libertarien. Un libertarien.